Donc bonjour à tous pour cette donc bienvenue sur nos webinaires WIM. Je pense que ce sera le dernier avant la rentrée. Donc merci à vous d'être présents. On est très content d'avoir été suivis pendant toute cette saison depuis le confinement. Donc aujourd'hui, bonjour Philippe. Aujourd'hui donc on a Werner qui va nous parler de blockchain et aussi donc de crypto-monnaies, donc de tous les investissements alternatifs qu'on peut faire, comment ça fonctionne concrètement. Donc Werner, bah, écoute, je te laisse la parole et donc je passerai les slides quand tu me le diras. Voilà, je vais mettre mon. D'accord. Voilà. Alors, hop. Donc, ouais, juste une petite question d'intendance. N'hésitez pas à plutôt parler dans questions et réponses et à mettre bien tous les conférenciers et participants pour que tout le monde voit. Et voilà, c'est tout. Alors, attends, je partage l'écran. Voilà, partager. Hop, et je mets en mode presse. Voilà. Vas-y, D'accord. Werner, à toi. Moi, je peux pas commander la présentation, il faut que ce soit toi Ouais, qui... c'est toi qui me dis. Faut que je. D'accord. Dis-moi quand je te laisse. Ouais, vas-y. D'accord. Bon, bonjour, je m'appelle Werner Jacob. Je suis un ancien banquier d'investissement. J'ai travaillé pour des banques d'investissement dans les financements de projets et financements structurés à l'international principalement. J'ai travaillé à Dubaï et Londres, euh, principalement sur des financements structurés dans le domaine énergétique. Donc des centrales électriques, enfin financement par dette de centrales électriques, d'actifs d'infrastructure, de pipeline, donc tout ce qui est lié au domaine de l'énergie aussi bien électrique que du oil and gas. Donc j'ai travaillé pour des sociétés comme Natixis ou encore SMBC ou encore des fonds de private equity. Euh, À la suite de ça, j'ai décidé en 2017, en commençant à faire des investissements à la fois en equity et puis aussi dans des crypto-actifs, de lancer un fonds d'investissement donc qui a été lancé en 2017 et pour lequel j'ai travaillé pendant 3 ans. Euh, je me concentrais principalement sur des acquisitions dans le domaine de la fintech, donc aussi bien des moyens de paiement comme Monzo ou dans le domaine des cryptocurrencies, euh, sans restriction géographique, donc aussi bien en France qu'aux États-Unis, en Asie, tel qu'à Séoul ou Tokyo. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais un peu parler de cette expérience. Qu'est-ce qui m'a poussé vers les actifs numériques? Pourquoi je pense que c'est intéressant et pourquoi je pense que euh, ça gagnerait à être reconnu et également pourquoi est-ce que c'est un bon investissement actuellement à la fois pour les institutions mais également pour des monsieur et madame tout le monde, donc des investisseurs particuliers, et puis essayer d'expliquer pourquoi ce n'est pas si complexe et comment s'affranchir des barrières techniques qui peuvent se présenter à n'importe quel investisseur, que ce soit à la fois en termes de connaissances financières ou en termes de connaissances techniques et d'appréhension des différentes plateformes qui qui s'offrent à tout investisseur pour pouvoir prendre part à cette petite révolution. Euh, je vais commencer par un ensemble par quelques questions pour voir si quel niveau de connaissance actuel dans ce domaine. Je me demandais si parmi les personnes qui attendent ce webinaire, si des personnes avaient entendu parler de décentralisation
ou de utility token, si c'était des notions qui étaient familières ou pas du tout. Je sais pas si on peut Ouais, faire. alors est-ce que vous pouvez, donc l'idée c'est que si vous connaissez ce que les notions que Werner vient de donner, donc utility token, tu peux redire juste utility token Et décentralisation, le et concept de décentralisation, est-ce que vous pouvez décentralisation. dire oui ou non dans questions et réponses qu'on puisse voir un petit peu où vous en êtes. Alors, je sais pas si c'est un truc bizarre. Ouais. Ouais. Je te laisse regarder parce que quand j'essaie d'aller dans questions et réponses, ça fait bouger la presse. Bon. Mais il y a des réponses dans QNR là, si tu les vois. Ouais. Oui, oui, c'est bon, je les ai. Ouais, c'est Voilà. principalement non. C'est principalement négatif. D'accord. Bah, c'est cool, vous allez apprendre Parfait, des tu choses m'as alors. expliqué. Euh, alors, la décentralisation, en fait, c'est un concept sur lequel repose je dirais la blockchain et puis tous les cryptoactifs qui sont développés dessus. Donc, ça s'oppose en fait à la centralisation dans lequel on a une institution par lequel passent tous les flux à la fois d'informations, mais également financiers, que ce soit par exemple des banques, des opérateurs téléphoniques ou des plateformes de médias, donc, par lequel on a une entité, ce qu'on appelle un intermédiaire, qui va être en charge de faire le transfert de ces informations et de les acheminer entre les différents utilisateurs. Euh, donc, moi, si on prend l'exemple d'une banque, la banque sera en charge sera en charge de centraliser toutes les informations financières relatives à une transaction. Les investisseurs tous les investisseurs de la banque devront investir dans la banque et passer par la banque. Et puis, tous les clients de la banque qui bénéficieront des investissements seront aussi connectés à cette unique intermédiaire qui peut présenter un risque de défaut, comme on a pu voir par exemple pendant la crise de 2008. Et l'idée derrière la blockchain et la décentralisation, c'est de s'affranchir justement de cet intermédiaire unique et de créer un ensemble d'intermédiaires qui peuvent se relayer les uns les autres et ainsi éviter ce qu'on appelle un unique center of failure, c'est-à-dire un seul acteur qui serait responsable de tous les risques associés à cette transaction. Donc, par exemple, la blockchain repose sur on peut caractériser ça comme un grand ordinateur ou comme plein de petits ordinateurs. Et chacun des ordinateurs sont hébergés par les utilisateurs de la blockchain. Donc, par exemple, si moi, je souhaite faire une transaction, je vais passer par un de ces ordinateurs, par exemple pour Bitcoin, qui est ce qu'on appelle un mineur. Et le mineur, donc en fait, est le pilier de la blockchain et c'est lui qui sera en charge de valider toutes les transactions entre chacun des utilisateurs de la blockchain. Et il n'y aura pas qu'un seul mineur pour la blockchain, il y aura un ensemble de mineurs. Et tous ces mineurs auront les mêmes informations relatives aux transactions qui ont lieu sur la blockchain. Et donc, si un des mineurs fait défaut, d'autres mineurs seront capables de prendre le relais et de détourner l'information et éviter ainsi que le réseau s'effondre. Donc, c'est un des principes fondamentaux de la blockchain. Un des autres, je dirais, un keyword qui est intéressant est la notion d'utility token. Donc, en plus, si nous avons un pilier central à la blockchain, donc, qui est le mineur, il est en charge de faire d'acheminer des transactions. Et ces transactions sont acheminées sous la forme de tokens. Et chaque token contient des informations relatives à la transaction et aussi relatives à l'actif qu'il représente. Donc voilà, ce sont deux notions sur lesquelles je souhaitais revenir. Super. Après, de manière plus générale, donc
le réseau des crypto-monnaies, donc comme j'ai dit, c'est un ensemble d'ordinateurs qui est en charge de sécuriser le réseau et de s'assurer que toutes les transactions et tous les acteurs qui participent enfin, ne vont pas faire tomber le réseau ou l'utiliser de manière frauduleuse. Et les tokens comme définis, donc ce qui représente les actifs que l'on souhaite faire transiter sur ce réseau, euh, peuvent être stockés sur des portefeuilles, ce qu'on appelle des wallets. Et chacun des wallets, en fait, va posséder une clé publique et une clé privée. Et donc, en fait, qui vont être utilisés pour faire les transactions. Donc, une clé privée va être la clé que le possesseur du wallet va détenir et qui sera le seul à détenir et qui lui permettra de faire des transactions à partir de ce wallet de manière sécurisée. Et la clé publique sera en fait l'adresse à laquelle quelqu'un qui souhaiterait faire une transaction devrait envoyer ses tokens. Donc voilà, quelques définitions. Je ne sais pas Passer à si la on peut suite? avoir accès à la suite. Ouais, c'est ça? Ouais. Oui. Alors, euh, donc suivant ces définitions, on peut, de la blockchain, de la décentralisation et des utilités tokens, on peut revenir sur deux actifs numériques qui sont prépondérants dans le secteur, et puis également les plus connus, donc Bitcoin et Ethereum. Bitcoin est le premier cryptoactif qui a été créé. Il a été créé en 2009 par un groupe inconnu qui se représente sous le nom de Satoshi Nakamoto, donc qui est son inventeur, mais personne ne sait si c'est une seule personne, un ensemble d'individus. En tout cas, leur identité n'est pas connue jusqu'à présent. Bitcoin utilise la technologie blockchain, c'est-à-dire que toutes les transactions qui sont réalisées sur ce réseau d'ordinateurs sont enregistrées de manière durable sur la blockchain. Donc que ce soit aussi bien les clés privées que les clés publiques qui ont été, les clés publiques qui ont été énoncées précédemment, que les montants des transactions. Ce qui en fait un outil d'audit incomparable, dans le sens où tout est transparent, tout est accessible à tout le monde, et il est impossible d'effacer cette chaîne de données. Bitcoin aussi est programmé en termes d'émission de tokens. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une quantité de tokens limitée qui sera à terme de 21 millions et qui sera atteinte en 2140. Et ces tokens sont générés par les mineurs que j'ai évoqués plus tôt, qui sont en plus en charge qui sont récompensés pour pour la sécurité pour sécuriser le réseau par la réception de tokens. Donc en sécurisant le réseau, ils utilisent de l'énergie, de l'électricité, ils résolvent des problèmes mathématiques qui consomment et qui coûtent de l'argent, et en échange, ils sont récompensés par des bitcoins, dont la quantité va diminuer au fur et à mesure du temps, comme je l'expliquerai plus loin. Donc c'est le premier actif et le plus connu. Un autre actif qui a été créé en 2014 qui s'appelle Ethereum. Donc Ethereum s'inspire de Bitcoin, mais est un peu plus évolutif dans le sens où il est programmable. C'est une blockchain sur laquelle il est possible de construire des applications, donc des applications telles que celles qu'on les connaît sur Internet. Par exemple, on pourrait avoir un Uber sur blockchain, on pourrait avoir un Skyscanner sur blockchain, on pourrait avoir Facebook sur blockchain. Chacune des actions qui pourraient être réalisées sur ces applications nécessiterait le paiement de fees via Ethereum afin de sécuriser le réseau. Et de la même manière que Bitcoin, chacun des acteurs qui sera en charge de sécuriser le réseau sera récompensé pour la validation de ces transactions et puis leur bon acheminement. Donc voilà, Ethereum est un peu similaire à Bitcoin, sauf que
il est évolutif dans le sens où on peut construire des choses dessus qui peuvent être utiles à la vie de tous les jours et qui s'apparentent finalement à ce que l'on connaît avec Internet. Ouais. Je passe À à la suite. préciser que Ouais. ces monnaies ont bien évolué depuis leur départ, en passant de market capitalisation, donc similaire à ce que l'on pourrait estimer pour des entreprises, à, à quelques centaines de milliers de dollars, à aujourd'hui, je crois, si je ne dis pas de bêtises, dans les 200 milliards pour Bitcoin et dans les 40 milliards pour Ethereum. Donc, qui représente la valeur de l'ensemble des tokens sur le réseau. Est-ce qu'on peut avoir la slide suivante? C'est bon. Donc voilà, donc pour revenir un petit peu sur les définitions que j'avais présentées brièvement tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que la blockchain? Donc la blockchain, en fait, c'est tout simplement une database telle qu'on peut trouver sur des serveurs, sur les serveurs d'Amazon ou d'autres data centers, dans le sens où c'est simplement un ensemble de données qui sont stockées en ligne, à la différence près que ces données sont accessibles à tout le monde. Donc pour des blockchains basiques comme Bitcoin ou Ethereum, ces données s'apparentent simplement aux data relatives aux transactions, donc en termes, comme je l'ai dit, de public key, donc qui a envoyé une transaction, qui a reçu la transaction, quel a été le montant, sans divulgation évidemment des informations relatives à l'identité des participants, mais leurs représentations en termes de clés sont diffusées. Et à chaque fois qu'une transaction est réalisée, et donc que ces informations sont enregistrées sur le réseau, elles sont enregistrées dans ce qu'on appelle un bloc, donc qui est un élément de la blockchain. Et une fois donc un bloc contient l'ensemble de ces transactions, et une fois qu'un bloc est plein, un nouveau bloc est ajouté au réseau par des mineurs. Et en fait, c'est cet acheminement et cet ensemble d'itérations qui va créer la blockchain. Donc, je passe. Donc voilà un peu pour le principe de la blockchain. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Moi, je trouve ça hyper clair, Werner. Merci beaucoup. Mais peut-être comme c'est des sujets qui peuvent être nouveaux pour certains, est-ce que vous avez déjà bien compris ces premiers points? Est-ce que vous avez des questions? Alors j'ai oui un tout petit peu. Utility token, non. Alors, utility token, en fait, donc par exemple, le Bitcoin est un token. Ethereum, c'est les Ethers, donc qui sont des éléments qui sont utilisés pour faire des transactions sur la chaîne Ethereum sont également des tokens. Et ils ont le nom d'utility dans le sens où ce sont des jetons, en fait, qui sont utilisés pour réaliser une transaction. Donc, ces jetons représentent l'actif, donc c'est-à-dire qu'ils ont une valeur, et cette valeur dépend de l'ensemble du réseau, donc de la market capitalisation du réseau. Elle dépend de la vélocité, ce qu'on appelle la vélocité de la monnaie. Donc, comme pour une monnaie comme pour le dollar ou comme pour l'euro, plus il y aura d'échanges de monnaie entre les différents utilisateurs. Donc, si j'achète une baguette de pain, je vais donner 1 euro au boulanger qui va le recevoir et qui va ensuite l'utiliser pour payer son électricité. Et plus en fait il y aura de transactions qui s'enchaîneront de cette manière, plus la vélocité, ce qu'on appelle la vélocité de la monnaie va augmenter, et plus sa market cap va augmenter. Et donc sa valeur va augmenter. C'est indexé avec l'offre de la demande, enfin supply and demand. Et donc, donc voilà, un utility token, ça a une valeur, ça représente un actif sur le réseau. Et puis, ça peut être aussi bien utilisé pour payer quelque chose que pour utiliser un service. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec des applications qui peuvent être construites sur Ethereum, comme Uber. Donc, par exemple, vous pourriez payer
vous voulez utiliser Uber, au lieu d'utiliser des euros, vous utiliserez des tokens Ethereum et pour utiliser ce service. Et donc voilà, c'est la définition. Enfin, c'est ce qu'est un utility token et c'est son utilité. Hop. Je passe à la suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, j'ai une autre question de Yvan. Est-il vrai que les mineurs peuvent, juste avec cette activité, se faire des revenus conséquents simplement en mettant à disposition la puissance? Alors, des revenus conséquents, ce fut le cas dans le passé. Avec l'augmentation de la taille du réseau, les mineurs. Donc, par exemple, c'est un point que je vais évoquer ici. Donc, peut-être que je vais détailler en fait le halving, qu'est-ce que c'est, quel impact ça a sur la génération de monnaie et quel impact ça a sur les mineurs. Donc, le halving. Donc, le 22 mai 2022, Bitcoin a célébré son 4e halving. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, comme je l'évoquais plus tôt, les mineurs qui sont en charge de sécuriser le réseau, de valider les transactions, donc de s'assurer que les informations qui sont transférées lors d'une transaction sont correctes et que personne n'essaye frauduleusement d'utiliser le réseau en rentrant des informations qui seraient incorrectes, par exemple en termes de montant transactionnel. Pour valider le réseau, les mineurs qui possèdent des ordinateurs vont en fait résoudre des équations mathématiques, vont utiliser de l'électricité pour ce faire et vont être récompensés par des bitcoins. Donc jusqu'au 22 mai 2022, la récompense pour la création d'un bloc était de 12,5 bitcoins. Donc ici à peu près 120 000 euros, 125 000 euros. Le 22 mai 2022, cette récompense, ce revenu a été divisé par 2, donc d'où le nom de halving, et est passé à 6,25 bitcoin. Et ce halving donc, est un phénomène qui se déroule tous les 4 ans. Donc, le premier a eu lieu en 2012, 2016 un nouveau halving, 2020, et le prochain aura lieu en 2024, et ainsi de suite jusqu'en 2140. Donc le processus de sécurisation du réseau par ordinateur, comme j'ai décrit, s'appelle un consensus Proof of Work, par opposition à un consensus Proof of Stake, dans lequel le réseau n'est pas sécurisé par le travail d'ordinateur, mais sécurisé en fait par des acteurs qui vont investir de l'argent sur le réseau, donc déposer un certain montant, comme 10 000 ou 20 000 euros, et à partir de là, vont valider les transactions. Et en fait, l'idée derrière ça est de faire en sorte de s'assurer que le réseau sera en effet bien sécurisé par ces investisseurs, dans le sens où s'ils le sécurisent mal, ils peuvent perdre leur investissement donc de 10 000 ou 20 000 euros. Donc, ils ont tout intérêt à faire en sorte que tout se passe bien. Et c'est de cette manière en fait qu'est sécurisé le réseau. Donc, opposition entre Proof of Stake et Proof of Work. À noter que Proof of Work consomme beaucoup d'énergie. C'est quelque chose qui avait été mis en exergue par certaines personnes dans les mois précédents. Le Proof of Stake, donc, qui sera utilisé par Ethereum dans les mois à venir, a l'avantage de consommer beaucoup moins d'électricité et donc d'être plus éco-friendly. Donc, pour répondre à la question qui a été posée dans le Q&A, oui, on peut gagner de l'argent en sécurisant le réseau. Il faut avoir certaines connaissances techniques, que ce soit à la fois pour le sécuriser sous forme de Proof of Work ou de Proof of Stake. Mais c'est accessible. Il faut aussi noter que si c'était vraiment avantageux en 2011 ou 2012, quand Bitcoin valait peu et que la récompense pour sécuriser le réseau était très importante, aujourd'hui, ce n'est plus tellement le cas. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont en charge de faire ça. Donc, il y a beaucoup de compétition. Et également, le halving a fait
que les récompenses étaient un peu moins intéressantes. Mais ça reste intéressant, mais il faut quand même avoir plus de capital aujourd'hui pour que ça soit une activité rentable. Donc voilà, on peut passer à la prochaine slide. Donc là, j'ai parlé de plusieurs applications, enfin de deux tokens qui sont Bitcoin et Ethereum, qui ont quelques applications. À partir d'Ethereum ou d'autres monnaies compétitrices ou similaires, on peut développer plusieurs cas d'usage pour l'utilisation de la blockchain. Donc ça peut être aussi bien dans la gestion de supply chain. Donc par exemple, si vous souhaitez, enfin si une entreprise fait du commerce de thon et qu'elle souhaite sécuriser l'acheminement du thon depuis sa pêche jusqu'à son utilisateur final, donc qui sera son client, elle peut utiliser la blockchain pour enregistrer toutes les informations qui sont relatives à la supply chain, à la mise en place de cette économie de vente de thon. Donc en enregistrant toutes les informations qui sont par exemple relatives aux pêcheurs, aux personnes qui vont et aux entreprises qui vont récupérer le thon qui sera pêché, ensuite aux entreprises qui sont en charge de le transformer, de l'impacter jusqu'à la vente. Donc et tout sera bien entendu enregistré sur la blockchain sous forme de blocs. Est-ce que c'est possible de revenir? C'était C'est ça, non? C'est bon, ouais. Oui. Donc Je voilà, reviens dans 2 secondes, je vais juste chercher ma batterie. J'arrive, je te laisse continuer. Oui. Donc c'est un des cas d'usage. Un autre cas peut être la santé. Donc de manière similaire au cas précédent, au lieu d'enregistrer des informations qui seraient relatives à un transfert ou à la vente d'un quelconque bien ou d'utilité, les données stockées sur la blockchain pourraient être relatives à la santé. Donc c'est-à-dire qu'un patient souhaite se faire soigner ou souhaite avoir une consultation auprès d'un médecin. Le médecin va le diagnostiquer ayant telle et telle caractéristique, telle et telle maladie. Tout pourrait être enregistré dans la blockchain de manière privée, évidemment, accessible seulement par le patient. Et le patient pourrait donner accès à ces informations à son médecin lorsqu'il souhaite aller le voir. Donc ça permettrait d'avoir un fichier qui serait potentiellement accessible à tous, mais avec quand même une sécurité et des clés qui permettraient aux patients d'en accorder l'accès qu'aux personnes désirées. Donc c'est des use cases qui sont étudiés en France et aux États-Unis, par exemple. Le marché de l'énergie également pourrait bénéficier de la technologie blockchain, à la fois pour son financement, mais également pour les transactions qui ont lieu au sein de ce secteur. Donc, par exemple, un particulier qui possède des panneaux solaires dans son jardin ou sur son toit, qui produit plus d'électricité qu'il n'en consomme, pourrait vendre cet excédent d'électricité soit à EDF, donc via le réseau, via le marché d'électricité, ou à d'autres consommateurs privés également. La blockchain pourrait permettre d'ailleurs ce sont des applications qui sont actuellement développées, d'être un intermédiaire entre ces différents acteurs, en enregistrant par exemple la quantité d'énergie qui sera à disposition du marché, le prix associé, présentant cette offre sur un marché décentralisé et accessible à tous. Et un consommateur qui souhaiterait accéder à cette électricité pourrait se rendre sur son marché, choisir en fonction de la quantité, du prix disponible ce qu'il souhaite et payer grâce à un système de token l'électricité qu'il souhaite racheter. Donc ça permettrait de décentraliser la fourniture d'électricité, de ne plus avoir à passer par une institution unique comme pourrait l'être EDF en France, et de donner à tous accès à son électricité et puis à sa vente.
Donc, trois exemples. La Est-ce que c'est suite? possible de passer? Oui. Un autre exemple qui est également développé est l'identité numérique. Donc ça, c'est un exemple qui peut peut-être faire un peu peur, dans le sens où l'idée serait de stocker des données relatives à son identité sur la blockchain. Donc ce soit aussi bien son âge, son adresse, des empreintes digitales, et tout pour être évidemment gardé par l'utilisateur. Et il aura une sorte de wallet qui, au lieu, donc comme décrit plus haut, qui, au lieu de contenir des tokens et donc une monnaie fiduciaire, contiendrait des informations qu'il pourra distribuer quand le besoin s'en présente. Donc, par exemple, une des applications qui avait été mise en place était la distributeur de canettes de bière, donc accessible évidemment à des personnes majeures. Et donc, pour pouvoir bénéficier de la vente de ces canettes, l'utilisateur devait rentrer sa clé associée à son wallet qui contient les informations relatives à son âge et ainsi confirmer au réseau opérant ce distributeur qu'il est effectivement majeur et qu'il a le droit de prétendre à l'achat de ces canettes. Après, Donc, faut pas perdre le wallet. pardon? Après, faut pas perdre le wallet, que c'est le problème. Il faut pas faire le wallet. Ok. Et alors, un dernier use case qui est intéressant sur lequel je travaille également. Donc, c'est le domaine de l'immobilier ou plus généralement des actifs réels. Euh, la blockchain pourrait permettre la décentralisation des financements d'actifs. Donc, par exemple, pour de l'immobilier ou pour des entreprises, au lieu d'avoir à passer par des banques pour demander un prêt, la banque faisant l'intermédiaire entre les investisseurs et les emprunteurs, en mettant tout en place un système de gestion des risques, etc. Ici, on pourra avoir une automatisation de ce système de financement, connectant directement des emprunteurs à des investisseurs. Donc, les investisseurs qui posséderaient un wallet pourraient accéder à la plateforme d'émission ou de dette ou d'equity, choisir un ensemble de projets dans lesquels ils souhaitent investir, que ce soit aussi bien de l'immobilier, que ce soit aussi bien des entreprises, choisir le projet qu'ils souhaitent, au prix qu'ils souhaitent, euh, et investir ces tokens qui représentent une monnaie dans ces actifs. Donc, ce qui sera intéressant ici, c'est de nombreux actifs, que ce soit immobiliers ou d'entreprise, sont accessibles seulement à une certaine classe d'investisseurs, donc soit des investisseurs, ce qu'on appelle sophistiqués, ou alors des investisseurs institutionnels donc, qui ont de certaines capacités d'investissement. Ça permettrait de diminuer ce threshold, enfin, cette barrière d'entrée, et de permettre à tout le monde de pouvoir, par exemple, investir dans des usines, dans des gros actifs immobiliers, et de cette manière apporter de la liquidité sur les marchés et mécaniquement d'augmenter leur valeur. Donc c'est un des use cases que je trouve très intéressant et qui est également en développement. Est-ce que c'est possible de passer à la... C'est passé normalement. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, d'après ce qui a été décrit auparavant, donc la blockchain semble présenter beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de use cases qui sont possibles, beaucoup de choses à développer. Un des problèmes qui existent maintenant, c'est la résolution de ce qu'on appelle le blockchain trilemma. C'est-à-dire qu'il y a... Lorsque l'on met en place un système de blockchain, il y a trois composantes qui sont importantes, qui sont la sécurité, la vitesse et puis le scaling de la blockchain. Généralement, lorsque l'on augmente un de ces points, on doit faire un compromis sur un autre. Donc, par exemple, si on augmente la sécurité d'une blockchain, comme par exemple Bitcoin, un Bitcoin est une blockchain très sécure.
avec beaucoup de vérifications de transactionnelles. Le problème est que ça freine sa vitesse de transaction et peut empêcher son adoption par le grand public. Donc, par exemple, à titre de comparaison, sur Bitcoin, une transaction se perd, je dirais, on a quelques transactions toutes les secondes, qui est liée en fait à la mise en place des différents blocs. La vitesse d'opération sur des réseaux qui sont utilisés tous les jours comme Visa sont de l'ordre de 24 000 ou 70 000 transactions par seconde. Donc il y a vraiment un énorme écart. Et cet écart peut empêcher, empêche d'ailleurs pour le moment l'adoption de la blockchain à grande échelle. Donc il y a plusieurs solutions qui sont étudiées pour le moment. Donc le sharding en est une. Donc l'idée derrière le sharding, c'est au lieu d'avoir un enchaînement de blocs itératifs et de validation de blocs itératifs lors des transactions, serait de faire passer plusieurs transactions à la fois sur plusieurs blocs, et donc en fait de quelque sorte décentraliser la création des blocs et d'augmenter la vitesse transactionnelle. Le Lightning Network également, qui est utilisé sur la blockchain, sur la blockchain Bitcoin, permet de faire des transactions sans passer par les mineurs et donc sans passer par le consensus Proof of Work qui freine beaucoup les transactions. En fait, de créer une espèce de réseau parallèle, peer-to-peer, sur lesquels les acteurs peuvent faire passer ils peuvent transactionner sans avoir à passer par des mineurs. Et finalement, le DAG, qui est un concept un peu plus technique, et qui permettrait d'augmenter la vitesse de transaction du réseau en augmentant le nombre de mineurs ou le nombre de validateurs du réseau, et aussi à la particularité de permettre des transactions gratuites. Donc voilà quelques éléments qui permettraient de permettre l'adoption. Un autre périphérique qui est actuellement développé pour la blockchain est l'utilisation d'un oracle. Donc, par exemple, on a évoqué tout à l'heure le cas de développement d'applications telles que Uber ou telles que Skycanner sur la blockchain. On a passé à la slide sur les... Oui, j'étais pas sûre de m'être trompée. Donc, ok, c'était bon. Donc, si la blockchain est un réseau qui fonctionne bien avec des transactions où tout le monde peut échanger, jusqu'à présent, elle avait le point négatif d'être un peu fermée sur elle-même, dans le sens où il était difficile de communiquer avec le monde extérieur et d'importer et d'exporter des données qu'on peut trouver par exemple sur Internet. Donc, il y a des systèmes qui sont mis en place qui permettent de faire une espèce de bridge entre justement la blockchain, la manière dont elle traite les informations, et puis des informations telles qu'on pourrait les trouver sur le monde extérieur. Donc, par exemple, pour revenir sur l'utilisation de la blockchain pour la gestion de transfert d'électricité, les oracles pourraient permettre de récolter en temps réel les informations relatives au prix de l'électricité, de les importer sur la blockchain et de mettre à jour le petit marché décentralisé d'électricité dont j'ai parlé, et de le connecter en quelque sorte au monde réel. Donc c'est un des périphériques qui est développé actuellement. Est-ce qu'on peut avoir la slide? Ouais. Est-ce que tu penses que ça vaut pas le coup de faire un petit point question pour Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est toujours clair? Il n'y a pas plus de questions. Non, c'est bon. Attends, pardon. Hop, la slide d'avant. Non. Donc voilà, donc là j'ai évoqué un petit peu les aspects techniques de la blockchain, ce que ça permet de faire, les différents points qui sont développés pour permettre son adoption au grand public. Donc là je vais revenir sur l'idée derrière la blockchain, pourquoi ça existe et pourquoi c'est intéressant de la mettre en place, et qu'est-ce que cette technologie va résoudre.
Donc, je voulais poser des questions. Je voulais savoir si vous aviez entendu parler de masse monétaire M2 ou M3 et si vous aviez enfin, si vous saviez ce qu'étaient les fiat currencies, les monnaies fiduciaires. Allez-y, n'hésitez pas à répondre en questions et réponses. Euh, ça nous permet de voir à quel point il faut expliquer. N'hésitez pas. Moi, je vais peut-être non. Donc, je vais revenir sur le concept de masse monétaire M1, M2, M3. Donc, en fait, quand les banques centrales impriment de l'argent ou créent de l'argent, cet argent est stocké à différents endroits. Donc, par exemple, on parle de masse monétaire M1. C'est tout ce qui peut concerner les pièces, les billets et les dépôts d'argent. La masse monétaire M2 va rajouter à la masse monétaire M1 tout ce qui peut être livret d'épargne, donc les livrets A, principalement les livrets A ou tout dépôt qui peut être fait auprès d'une banque. Et la masse monétaire M3 va rajouter la masse monétaire M1 et la masse monétaire M2, tout ce qui peut être véhicule d'investissement. Donc, ce soit aussi bien les OPCVM que des assurances vie ou d'autres véhicules avec une durée de vie maximale de 2 ans. Un autre point que je souhaitais mettre en avant est le concept de monnaie fiduciaire. Donc, l'euro tel qu'on le connaît aujourd'hui, ou le dollar ou le yen sont ce qu'on appelle des fiat currencies, dans le sens où ce sont des monnaies qui sont émises par les banques centrales, mais qui ne sont pas backées ou corrélées à aucun actif réel. Donc, par exemple, jusqu'en 1971 et la fin des accords de Bretton Woods, le dollar était backé par de l'or, c'est-à-dire que par exemple, vous aviez 1000 $, vous souhaitiez aller auprès de votre banque et les changer pour de l'or, donc qui était une monnaie qui pouvait être un peu plus sécure. La banque se devait de l'échanger à un taux qui était fixé, et le dollar représentait de l'or, et sa valeur par rapport à l'or ne pouvait pas changer. À partir de 1971 et par une loi de Nixon, cette corrélation entre l'or et les monnaies fiduciaires a été stoppée. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'échange fixe. Et donc, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que les banques centrales ont eu la possibilité d'imprimer beaucoup plus de dollars qu'il n'y avait de stock d'or. Et donc, en fait, en imprimant des dollars et en imprimant des monnaies de manière générale, on crée une inflation qui réduit son prix, généralement fait augmenter le prix des commodities, et en quelque sorte un peu néfaste pour l'économie et les personnes qui y participent. Par exemple, le dollar a vu sa valeur diminuer de moins 90% depuis le début des années 1900 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce n'est pas vraiment une bonne réserve de valeur. Pour continuer un peu sur ce point, depuis le début de l'année, la crise de Covid-19, nous avons vu que les banques centrales, pour compenser la chute de l'économie et de production et de génération des entreprises, a injecté beaucoup de dollars dans l'économie. Donc, ils ont injecté pour l'instant 6 trillions de dollars. Cette injection a eu un effet évidemment sur la valeur des stocks, mais également un effet sur la valeur des masses monétaires. Donc, c'est-à-dire que pour une personne qui possédait, disons, 1 million de dollars, et donc possédait un certain pourcent de la valeur de la masse monétaire M2 ou M1, suite à cette injection de dollars, ce pourcentage a diminué.
Et donc, c'est mécaniquement l'inflation, ça peut avoir un impact négatif pour les potentiels investisseurs. Et c'est une politique qui va être continuée par la suite. Cette année, 6 trillions sont prévus d'être injectés dans l'économie américaine d'après Citigroup. Un des avantages que représente Bitcoin par rapport à cela est que la valeur de Bitcoin est limitée, et donc que le nombre de Bitcoin qui sera à terme sur le marché ne dépassera jamais un certain montant, et donc en fait protège d'une certaine forme d'inflation. Est-ce qu'on peut voir la slide suivante? Oui. Donc, je vais revenir brièvement sur l'évolution de Bitcoin jusqu'à présent. Donc, depuis sa création en 2009, Bitcoin a connu plusieurs cycles haussiers. Donc 3 cycles haussiers, et nous sommes dans le 4e cycle haussier. Donc généralement, on voit une phase d'appréciation qui est de l'ordre de 10 000% entre le bas la fin d'un cycle baissier et le haut d'un cycle haussier. Ce sont des phénomènes qui se produisent généralement tous les 4 ans, variables. Avec les halvings, en fait, c'est lié. Et qui sont indexés exactement sur le halving. Donc, historiquement, on a constaté qu'à la suite de chaque halving, en fait, le prix de Bitcoin augmentait d'un multiple de 10 ou 20 ou 30. Donc, on s'attend à ce que l'histoire se répète, ou en tout cas écho, par rapport à ce qui s'est passé par le passé. Les prédictions en termes de market capitalisation des actifs blockchain de manière générale sont attendues à être de l'ordre de 10 trillions dans les années qui viennent, et qui en fait matcherait plus ou moins la valeur actuelle de l'or, qui est pour le moment de 7 trillions. Donc voilà un petit peu l'évolution des différents cycles. Donc voilà, l'actuel cycle haussier a commencé en janvier 2018, et on peut s'attendre peut-être à ce s'il répète le passé, à ce qu'il continue jusqu'en 2022. Est-ce qu'on peut avoir la slide suivante? Je vais aller trop vite. Voilà. C'est celle-là? Oui. Donc là, c'est un petit peu quelques comparatifs en termes d'investissement et d'évolution de prix entre différents actifs. Donc l'or, depuis 2010, a évolué de 42% en termes de prix. Le S&P 500, donc, qui sont les plus grosses entreprises américaines par market cap, a vu l'évolution de sa valeur évoluer de 250% depuis 2010. Bitcoin, quant à lui, a évolué de manière beaucoup moins linéaire, mais de manière globale a vu une appréciation de l'ordre du million de pourcents depuis sa création en 2010, en tout cas 2009. La slide suivante. Donc encore quelques autres comparaisons. Donc Bitcoin aujourd'hui, donc c'est 200 milliards de market capitalisation. L'or, c'est 7 trillions. L'ensemble des equity et stocks, donc toutes les valeurs d'equity, que ce soit aussi bien des entreprises dans l'immobilier ou les valeurs qui sont listées sur les marchés, sont estimées à être de l'ordre de 90 trillions. Les bonds, donc des véhicules financiers qui s'apparentent à la dette mais qui sont accessibles au public, sont de l'ordre de 120 trillions. Et puis l'ensemble de la valeur du real estate, donc que ce soit aussi bien en equity et puis d'autres types d'actifs, types de produits financiers, dettes, etc., représente 180 trillions. Donc, on peut s'attendre à ce que Bitcoin ou Ethereum ou autres cryptocurrencies, grâce à leur avantage compétitif technologique, à terme et une fois mature, puissent héberger sur leur réseau
ces valeurs et ces assets. Et donc, il est tout à fait possible qu'à terme, la market capitalisation de Bitcoin, ou en tout cas de l'ensemble des cryptocurrencies, soit de l'ordre de 100 trillions ou dans ces ordres de grandeur. Donc, qui représenterait une évolution de 1000 fois ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, est-ce qu'on peut avoir la suite? Donc, ici, c'est une brève description du fonds que je suis en train de créer, qui s'appelle Demoscare, et qui permet aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels de prendre part à ces actifs et d'investir de manière sûre et de profiter de leur appréciation. Et ensuite, donc quelques classes d'actifs qui sont proposées, ou en tout cas qui existent sur les cryptocurrencies. Donc il existe des actifs qui proposent des revenus fixes qui sont stables, c'est-à-dire que leur valeur ne s'appréciera pas. Ce sont ce qu'on appelle des stablecoins. Donc généralement ils sont pledgés au dollar ou à l'euro. Donc leur valeur n'évolue pas. En revanche, ils proposent des intérêts qui peuvent être de l'ordre de 8% ou même jusqu'à 16% pour certains d'entre eux par an. Donc qui représentent un avantage intéressant par rapport aux produits financiers qui sont offerts par les banques actuellement. Si Bitcoin et Ethereum ont des market cap assez importantes de l'ordre de la centaine de milliards de dollars, il existe d'autres actifs qui ont des market capitalisations qui sont beaucoup plus petites, de l'ordre du 10 millions ou de 50 millions de dollars. Ces actifs sont intéressants en termes d'investissement dans le sens où ils ont évidemment plus de potentiel et leur appréciation peut être beaucoup plus importante que celle de Bitcoin. Si on s'attend à ce que Bitcoin soit multiplié, ou en tout cas sa valeur soit multipliée par 10 dans les années à venir, on peut s'attendre à ce que pour ces actifs beaucoup plus petits, leur valeur s'apprécie de multiples de l'ordre de 100 ou même plus. Donc qui peut être intéressant pour tout type d'investisseur. Et je ne sais pas s'il reste des slides ensuite. Ouais. La question de Christian, là, étant donné la faible émission de nouveaux bitcoins à chaque halving, est-ce que sa survalorisation n'est que temporaire et que sa market cap redescendrait juste après? Donc en fait, ce qui est prévu et puis ce qui s'est passé par le passé, c'est qu'au contraire, la diminution des revenus liés à l'activité de minage crée une scarcity de la production de tokens. Donc en fait, il y a un modèle qui s'appelle le modèle de stock and flow qui est appliqué à l'or et en fait qui aboutit à la conclusion que plus la production d'un asset diminue, sachant qu'on ne peut pas augmenter sa quantité d'une manière ou d'une autre, mécaniquement, sa valeur va s'apprécier par le mécanisme de l'offre et de la demande. Et c'est un phénomène qui a été vérifié par le passé, donc lors du halving de 2012, lors du halving de 2016. Et c'est aussi pour cette raison que le Bitcoin est intéressant par rapport aux fiat currencies, dans le sens où sa production et puis sa capacité, la quantité totale de Bitcoin qui peuvent être minés est limitée pour toujours. Donc ce sera jamais plus de 21 millions. Et donc ça permet d'éviter l'inflation et de s'assurer qu'évidemment sa valorisation ne redescendra jamais. On arrive bientôt à la fin du webinaire. Est-ce que vous avez une ou deux dernières questions? Est-ce que c'était clair? Et puis n'hésitez pas aussi à mettre peut-être en conversation de 1 à 5, 5 étant le mieux,
à quel point le webinaire vous a été utile. C'est toujours important pour nous de voir si ça répond à vos attentes. Merci beaucoup, Werner. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super clair. Je connaissais quand même, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais j'ai appris plein de choses quand même. Ouais, Donc merci, c'était cool. Je trouvais ça passionnant. Euh, Est-ce super. que vous avez d'autres questions? Non? Ah, quelques blockchains nouvelles à acheter. Ça, faut aller voir, faut Non. contacter Werner après. J'ai fait une petite liste, j'en ai quelques dizaines, mais je suis ravi de discuter, hein. Est-ce que vous avez d'autres questions? On vous envoie demain, du coup, le replay. Et puis, du coup, si vous voulez parler un petit peu plus, voilà, exactement, Jean-Patrick, si vous voulez parler avec Werner plus pour vos investissements personnels, on vous donnera ses coordonnées, ce sera mieux que dans un webinaire. Mais n'hésitez pas, ouais, vous les aurez les coordonnées. Euh, est-ce que, est-ce que vous pouvez me mettre juste des petites notes, me dire de 1 à 5 si ça vous a été utile? Ne peut pas Euh, de notre basse. Ouais, je sais pas, il y avait peut-être une dernière question, si quelqu'un a quelque chose, ou peut-être une clarification. Moi, j'ai trouvé ça, c'est pas un sujet forcément facile à comprendre, j'ai trouvé ça vraiment très clair. Et du coup, tu rencontres enfin, des fondateurs, des entrepreneurs dans la blockchain régulièrement Bah, quand tu oui, investis c'est en pour ça. equity? Enfin, je fais pas mal de recherches en ce moment pour essayer de trouver les nouveaux projets, de comprendre. Enfin, ça va tellement vite et il y a tellement de champs d'application possibles que c'est difficile de tout suivre. Mais on essaie quand même et oui, de se tenir à jour régulièrement, de rencontrer les nouvelles équipes, essayer de comprendre les nouvelles innovations. Oui, il y a pas mal de travail, mais c'est très intéressant et ça permet d'en apprendre beaucoup sur le monde qui nous entoure. Super. Bon, bah écoute. Jean-Patrick dit que c'était très utile. Moi, je vais bientôt fermer le webinaire. Merci à tous. Merci surtout à Werner. On vous envoie le replay demain ou après-demain et puis avec les coordonnées de Werner si vous voulez aller plus loin. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup.